à toutes et à tous. Je suis historien. Ça fait déjà une trentaine d'années que je travaille sur l'histoire de l'alimentation. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment, jusqu'à présent, beaucoup travaillé sur les poissons d'eau douce. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne occasion que de m'intéresser à cette question. Donc aujourd'hui, quelques repères sur l'histoire des poissons d'eau douce. Des choses qui sont générales et en même temps des choses qui touchent plus précisément les poissons de Loire. Première remarque, c'est que les poissons d'eau douce, c'est un élément essentiel du patrimoine gastronomique ligérien, donc de la Loire en général, pas seulement la Loire qui passe près d'ici, mais l'ensemble du bassin de la Loire. Et on peut s'en rendre compte si on prend les inventaires établis par le Conseil national des arts culinaires, les inventaires du patrimoine culinaire de la France. C'est paru chez Albin Michel, c'est une entreprise qui a été lancée dans les années 80 par Jack Lang, ministre de la Culture, et qui a lancé cette initiative qui consiste à faire l'inventaire de tous les produits gastronomiques, culinaires, qui ont une dimension patrimoniale. Ça veut dire qu'ils sont encore utilisés, encore produits, mais qu'en même temps, ils ont une dimension historique, ils ont une histoire. Donc, sur ces inventaires CNAC du patrimoine culinaire de la France, vous avez des poissons, la losse de Loire, l'anguille, le brochet, la carpe, la friture de Loire ou de Vienne, la lamproie et la tanche. Ça, c'est pour des poissons qui sont présents dans la région centre. L'organisation de l'inventaire du patrimoine culinaire de la France, c'est par région. Simplement, la Loire, c'est un fleuve qui traverse plusieurs régions. Donc il faut aussi aller regarder Pays de la Loire. Et on voit que dans Pays de la Loire, il y a des poissons qui sont communs avec le centre. La losse, l'anguille, donc la civelle, la lamproie aussi, le cendre et le brochet, le saumon de Loire. Donc vous voyez, il y a quand même des points communs. On pourrait remonter encore le cours de la Loire, aller jusque dans la région Rhône-Alpes pour aller voir les sources de la Loire, ou également l'Allier, qui est un affluent de la Loire. Ça mériterait peut-être aussi qu'on regarde très précisément ceci. Donc, les poissons d'eau douce sont un élément important, voire essentiel du patrimoine gastronomique ligérien. L'objectif de ce que je veux vous présenter très brièvement, ça va être de rechercher les raisons et les origines d'une telle importance. Est-ce que c'est quelque chose qui est de tout temps ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut situer historiquement? D'abord, il faut comprendre pourquoi le poisson en général est important. Pourquoi il est important dans la chrétienté médiévale et moderne. Donc, quelle part avait le poisson? Et à l'intérieur de cette importance du poisson dans la chrétienté, quel rôle particulier jouait le poisson d'eau douce dans l'alimentation des Français? Toutes régions confondues. Et puis après, on prendra le cas particulier des poissons de Loire, voir s'il existe des documents anciens et qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc le poisson dans la chrétienté médiévale et moderne, c'est un aliment qui est valorisé et c'est l'aliment du carême et du maigre par excellence. Un aliment valorisé parce que, au fond, il a une symbolique qui renvoie aux origines du christianisme. Le mot grec « ichthus », c'est-à-dire le poisson, qu'on voit apparaître dans les catacombes romaines, c'est-à-dire ces lieux souterrains où les premiers chrétiens se réunissaient à Rome, on voit apparaître ce terme, ainsi qu'une représentation, vous voyez, très stylisée de poisson. Ce terme « ichthus », qui signifie en grec « le poisson », en fait, on l'a décomposé en plusieurs lettres, donc, qui sont des lettres grecques. Vous avez ici les lettres qui forment ce qu'on appelle un acrostiche, c'est-à-dire une phrase où chaque initiale renvoie, si vous voulez, à un mot. Donc, ictus, vous voyez, si vous le lisez en vertical, vous avez ictus, et à chaque fois, ça correspond à un mot latin. Iesum, Christus, Theu, Ios, Soter, latin ou grec. Et ce qui veut dire, traduction française, Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Autrement dit, le poisson, dans son nom même, ictus, est le symbole du Christ. Voilà qui montre l'importance que le christianisme attache à
ce produit alimentaire. Et puis le poisson, c'est aussi l'aliment du carême et du maigre par excellence. Alors je ne sais pas si vous savez, mais jusqu'il y a peu, au fond, il y avait deux moments dans l'année, deux pôles. Un pôle qu'on peut appeler gras, c'est-à-dire dans lequel on pouvait consommer de la viande, et un pôle maigre, dans lequel il était interdit de consommer de la viande, et par conséquent, on y consommait notamment du poisson. C'était le cas notamment dans les 40 jours, précisément 46 jours, qui précédaient la fête de Pâques, et qu'on appelait le carême. Carême, ça vient de quadragesima, qui veut dire 40. Bien, et pour célébrer ou pour manifester cette dualité fondamentale de l'alimentation, qui entretenait beaucoup de tensions, pendant 40 jours, on n'était pas censé manger ce qu'on aurait eu envie de manger, c'est-à-dire de la viande et des graisses animales, eh bien, pour le manifester, on a fait des œuvres littéraires, on a produit des œuvres littéraires comme celle que vous avez à droite, le combat de carnaval et carême, pour montrer qu'il y avait ici une tension alimentaire extrêmement importante. On était obligé de se priver, on entrait dans une période de pénitence, et cette période de pénitence, elle coïncidait avec une consommation très forte de poissons. Vous avez toute une liste de poissons, on ne va pas la reprendre, mais dans cette liste, vous avez à la fois des poissons de mer, et puis vous avez également quelques poissons d'eau douce. À gauche, vous avez une image, une gravure, qui est inspirée d'un tableau de Peter Bruegel, qui est un peintre du XVIe siècle, qui représente précisément ce combat de carnaval et carême. Il y a deux gravures, une qui représente le maigre et une qui représente le gras. Celle-ci représente le maigre. Vous voyez des gens qui précisément sont maigres, ce n'est pas seulement qu'ils se privent de viande et de graisse animale, c'est qu'ils sont maigres, et on voit ça et là sur l'image des poissons qui pendent. Il y en a un particulièrement qui est repérable, bien que ça ne soit pas vraiment un poisson d'eau douce, c'est le stockfish, particulièrement dur, il faut frapper dessus pour l'attendrir, il faut l'amollir, et ces poissons de conserve, ces poissons séchés, ces poissons salés, étaient un élément très important de la consommation de carême. Donc quel était le rôle du poisson d'eau douce dans cet ensemble? En fait, le poisson d'eau douce avait une place bien plus importante qu'aujourd'hui dans la consommation de poissons. Un indice, les halles de Paris, donc, était une ville extrêmement importante, fort peuplée dès la fin du Moyen-Âge. Donc à Paris, il y avait à l'intérieur des halles du grand marché de Paris un espace entièrement dédié aux poissons d'eau douce. Donc ça montre ici l'importance, c'est un des indices de cette importance du poisson d'eau douce. Ces poissons d'eau douce bénéficiaient de modes de production diversifiés. Ils jouaient un rôle comme signe de distinction sociale et ils donnaient naissance à une cuisine raffinée. Alors, des modes de production diversifiés, il y avait la pêche, je dirais, individuelle. Autrement dit, la pêche à la ligne ou la pêche également avec des engins, comme on disait au Moyen-Âge, c'est-à-dire des pièges, des nasses ou autres. Un chiffre, en 1762, à Paris, il y a 297 maîtres pêcheurs à verge, ça veut dire à la ligne. C'est tout de même assez important. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne pêchent pas pour leur plaisir, ils pêchent pour produire suffisamment de poissons qui se vend sur le marché parisien. Vous avez une pêche individuelle, vous avez une pêche, des pêcheries de rivière, c'est-à-dire, ce n'est pas un déplacement, ce n'est pas un pêcheur qui se déplace au gré des prises, ce sont des installations permanentes sur la rivière. En 1326, une ordonnance du roi Charles IV le Bel mentionne des dizaines de pièges et nasses à poissons dont, alors j'en cite, le bar et boire, le chiffre, garni, valois, amande, le pluseroy, le truble, la loi, l'ouros, la chasse de marchepied, le cliquet, le rouaille. Et enfin, à côté des rivières,
À côté de la pêche individuelle, à côté des pêcheries, vous avez les étangs, l'exploitation des étangs. Et on a un exemple que je peux citer, durant l'année 1361-1362, les étangs de la région d'Argilly, donc en Bourgogne, fournissent 33 766 carpes et plus de 2000 brochets à la cour du duc de Bourgogne. La cour du duc de Bourgogne allait devenir une des cours les plus fastueuses de la fin du Moyen-Âge. Elle disposait des ressources d'autres pêcheries, d'autres étangs, et c'est vous dire donc cette production extrêmement importante, presque industrielle, qui était celle des poissons des étangs, dans laquelle cette production, les moines avaient joué un rôle déterminant au départ. C'était dans les couvents, notamment les couvents cisterciens, donc de l'ordre de Saint-Bernard, que avait été développée la production de carpes. C'est un signe de distinction sociale, c'est-à-dire que la possession de viviers, de pêcheries et d'étangs garantit un approvisionnement régulier durant les jours d'abstinence. On peut prendre un exemple qui est un exemple d'Avignon. La cour pontificale au XIVe siècle, elle est à Avignon, de 1304 à 1378. Et dans cette cour pontificale, eh bien, on a des besoins en poissons extrêmement importants, pas seulement pour le moment de carême, mais à tout moment, puisqu'il y a parmi les membres de la cour pontificale des moines qui, eux, sont censés se priver de viande toute l'année et donc avoir à consommer du poisson toute l'année. Donc on a des gros besoins. Pour satisfaire ces besoins, la cour pontificale fait venir, par exemple, du brochet des marchés de Lyon ou de Chalon-sur-Saône. C'est loin. Si le poisson arrive mort, ça pose des problèmes de conservation. En fait, on les transporte vivants. On les transporte vivants d'abord dans des bateaux, qui sont des bateaux viviers, où le poisson est conservé dans l'eau, et ensuite il est conservé dans des viviers au sens strict, des viviers installés, des viviers stables, donc on appelle des pesquiers. Pesquier, ça veut dire pour le poisson, donc situés dans toute la région d'Avignon, près des jardins, prés et moulins. Je ne sais pas si vous connaissez Avignon et si vous connaissez le Palais des Papes. À l'intérieur du Palais des Papes, vous avez plusieurs salles qui représentent des fresques. Et ces fresques représentent l'une d'entre elles, donc c'est des fresques réalisées par des peintres italiens du début du XIVe siècle, et l'une de ces fresques représente précisément un vivier. Vous avez des personnages dont l'un tient une épuisette qui se trouve autour d'un vivier et qui s'apprête à prendre du poisson. C'est une vision, évidemment, c'est une vision artistique, stylisée de la chose. Les poissons d'eau douce aussi sont souvent offerts en cadeau, ce qui indique le prix et la valeur qu'on leur accorde. Je prends un exemple, au Moyen-Âge, la ville de Nantes offre à ses hôtes esturgeons, un poisson important aussi, civelles, brochets, lamproie et saumon de Loire. Une cuisine raffinée, et là je vais prendre un exemple qui est celui de la lamproie. C'est un poisson qui ressemble à une anguille ou plutôt à une murène, d'une certaine manière. Et puis, à droite, vous avez la gueule de la lamproie, vous voyez, bien ouverte. C'est un poisson qui se nourrit en s'attachant à d'autres et en les aspirant littéralement de l'intérieur. C'est un poisson qui a un goût fort, ça ressemble un peu à du gibier, un poisson tout à fait particulier, qu'il faut préparer avec délicatesse. Je vous ai donné un exemple que j'ai pris dans un texte culinaire du Moyen-Âge attribué à Taïwan, qui s'appelle le Viandier, là dans un des manuscrits qui figure à la bibliothèque Vaticane, dans un chapitre qui est celui des entremets. Au Moyen-Âge, entremets, ça ne veut pas dire un entremets sucré, ça veut dire un moment du repas où on prépare des mets particulièrement complexes et raffinés. Donc voilà comment on prépare une recette relativement simple de lamproie. Lamproie fraîche à la sauce chaude, soit saignée par la gueule et lui ôter la langue, et qu'on vient bouter, alors bouter ça veut dire pousser, une broche pour mieux saigner et garder bien le sang, car c'est la graisse. Donc on va utiliser le sang de la lamproie, effectivement, c'est encore le cas dans la lamproie à la bordelaise aujourd'hui, on garde le sang, on l'utilise dans la sauce, si ma mémoire est bonne. Puis la convient échaudée, comme une anguille, donc la plonger dans l'eau bouillante, comme une anguille,
et rôtir en une broche bien déliée et doit être mise et percée travers en guise de 1 ou 2. Alors là, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Est-ce qu'il faut les percer dans le sens perpendiculaire? Certains ont essayé, c'est pas facile, hein, mais bon, voilà, il y a ce problème qui se pose. Puis, affiner, donc préparer gingembre, cannelle, girofle, graine de paradis. La graine de paradis, c'est une épice d'origine africaine, qu'on appelle aujourd'hui aussi la maniguette. Comme on ne sait pas d'où elle vient au Moyen-Âge, on l'appelle graine de paradis parce qu'on pense que c'est de là, de l'Orient, que viennent toutes les épices. Or, l'Orient est contigu au paradis terrestre, l'Éden. Donc c'est une toute petite épice très, très forte, un peu comme le poivre, mais un petit peu plus acidulée. Je trouve ça assez agréable, moi. Donc graines de paradis, noix muscade et un peu de pain brûlé, trempé dans le sang et en vinaigre, et qui veut un peu de vin, et en défaites tout ensemble. Faites bouillir une onde, une seule fois, et puis mettez votre lamproie bouillir avec tout entière, et ne soit pas trop noire la sauce. Précision, et c'est quand la sauce est claire, mais quand elle est épaisse, qu'on l'appelle boue, elle doit être noire. Et aussi, il n'est pas de nécessité que la lamproie soit bouillie avec la sauce. Ainsi, on apporte la lamproie toute sèche devant la table, et puis on met la sauce claire ou la boue sur la lamproie, ou par écuelle. Et la lamproie se doit couper par pièces de long et envoyer en plat par la table, toutefois certains friands. Alors voilà un terme intéressant, friand, ça veut dire gourmet au Moyen-Âge, ça veut dire gastronome. Le terme de gourmand existe, mais ça signifie celui qui aime bien beaucoup manger. Celui qui aime bien manger un peu raffiné, c'est ce qu'on appelle un friand. Hein, donc un gastronome d'une certaine manière. Toutefois, certains friands veulent l'avoir toute sèche avec la sauce de la lèche frite et de sa sueur au sel menu dans le plat même où elle a été apportée. Donc il y a plusieurs manières de préparer cette lamproie dite simple, fraîche à la sauce chaude, notamment au moment du service. Est-ce qu'on l'apporte déjà toute mélangée ou est-ce qu'on ajoute la sauce seulement au dernier moment? Vous voyez, il y a une possibilité ici de choix. Et c'est une des recettes les plus simples qu'on ait sur la lamproie. Il y en a d'autres qui sont bien plus compliquées. C'est ce que nous fait comprendre un auteur du XVIe siècle. Il ne faut pas imaginer qu'entre le Moyen-Âge et la Renaissance, la gastronomie a totalement changé. Il y a au contraire une grande continuité. Donc voilà ce que nous dit Bruyérin-Champier, qui est un médecin. C'est un médecin, mais qui s'intéresse énormément à l'alimentation. Il a écrit un livre qui s'appelle De Recibaria, des choses qui se mangent, des aliments, donc en 1560. Et voilà ce qu'il nous dit. J'ai été le témoin oculaire de cette gourmandise insensée qui consiste à faire rôtir des chevreaux incrustés de lamprions, donc des petites lamproies, hein, et à passer à la broche des chapons entortillés de lamproies. Alors là, on se dit, c'est un peu excessif. En réalité, on a des recettes. On a des recettes très antérieures. On en a à l'époque de Bruyérin-Champier, mais on en a encore avant. Et ces recettes, c'est ce qu'on appelle le chapon pèlerin. Voilà ce que nous explique Maître Chicard. Maître Chicard est le cuisinier du duc de Savoie en 1420. En 1420, celui qui était le comte de Savoie devient duc de Savoie. Et pour célébrer son accession au titre de duc, il demande à son cuisinier d'écrire un livre de cuisine. Un livre de cuisine pour célébrer sa table. Donc on va montrer les plats les plus somptueux, les plus complexes, les plus brillants. Et parmi ceux-ci, il y a le chapon pèlerin. Donc, pour faire le chapon pèlerin, plumez des chapons gras et les préparez très bien et nettoyez-les pour les embrocher. Et si c'est la saison où l'on peut trouver des lamproies, pour un chapon, ayez une lamproie. Si ce n'est pas la saison des lamproies, on va utiliser une anguille. Vous voyez, ça a le même usage. Donc, on les utilise pour faire les bourdons des chapons pèlerins. Qu'est-ce que c'est le bourdon? Le bourdon, c'est le bâton du pèlerin. Donc, au fond, ces chapons pèlerins sont pèlerins parce que l'anguille ou la lamproie représente le bâton qui sert au voyage du pèlerin. Donc, quand vos chapons seront bien embrochés, prenez vos lamproies, émorchez-les, enlevez la matière gluante, c'est-à-dire enlevez en fait le mucus, qui est d'ailleurs un mucus assez toxique pour la lamproie. Donc enlevez le mucus, nettoyez-les bien et à point, ôtez-leur la langue et lavez-les bien et proprement. Puis que chaque chapon soit sain
entouré et environné de sa lamproie. Faites-les tenir tout autour du chapon avec de bonnes, propres et jolies brochettes et des liens. Ainsi préparés, mettez-les au feu pour rôtir. Sur la sauce, cette sauce, qui utilise notamment la graisse des lamproies tombées dans la lèche frite, ressemble un peu à la sauce des friands qu'on a vue dans la diapositive précédente. C'est une recherche de gourmandise, c'est une recherche de gastronome, c'est un plat de gastronome que la lamproie. Le cas des poissons de Loire, pour terminer, on va partir là aussi d'une liste qui est celle donnée par Bruyérin-Champier au XVIe siècle, qui nous présente un certain nombre de poissons qu'il attribue à la Loire. Et puis ensuite, on va se poser la question, que sont les poissons de Loire devenus? Les poissons de Loire cités par Bruyérin-Champier. On peut organiser les poissons cités par Bruyérin-Champier en plusieurs catégories. Les poissons migrants, on appelle les poissons anadromes, qui remontent le courant des rivières. Les autres poissons d'eau douce, qui ne sont pas migrants. Et puis, voir un peu ce qui se passe tout le long du fleuve et aussi dans les affluents. Donc on commence par la lamproie. Vous avez ici une image qui vient d'un livre écrit par un médecin au XVIe siècle qui s'appelait Rondelet, qui était un médecin de Montpellier. Ce médecin a écrit un traité entier sur les poissons pour expliquer lesquels sont bons pour la santé, comment il faut les préparer et surtout comment ils se présentent. Il y a des gravures, on est dans la phase des imprimés. Donc voilà ce que dit Bruyérin-Champier. On les exporte à Paris depuis Nantes en armorique, qu'on appelle maintenant Bretagne. On les transporte par courrier à cheval dans des récipients de bois longs et étroits. On empêche déjà à la fin de l'hiver qu'ils se vendent donc très cher. Donc on transporte, c'est un peu comme pour les poissons d'eau douce, pour les brochets par exemple qu'on voyait à la cour pontificale, on transporte les lamproies vivantes dans des baquets depuis Nantes jusqu'à Paris. Ça fait quand même un petit bout. Mais ce n'est pas en bateau, c'est à cheval. Donc rapidement, c'est une sorte de denrée de luxe qu'on paye donc fort cher. La loze, voilà ce que nous dit Bruyérin-Champier, elles ornent ou enrichissent pour la plupart la table des grands et riches personnages, donc un poisson de luxe. Celle de la Loire et celle de son affluent l'Allier, donc là on remonte assez haut dans le cours de la Loire, où elles grandissent, sont plus grosses et plus savoureuses que celles de la Saône. Et c'est un Lyonnais qui parle, donc lui il est plutôt partisan de la Saône, du Rhône, et pourtant il trouve que celles qu'on trouve dans la Loire et dans l'Allier, donc dans la haute vallée de la Loire, sont meilleures. Le saumon. Les tables riches l'accueillent frais et salé. On apprécie beaucoup ceux du Rhône ou de la Loire. De la mer, il remonte dans les fleuves, voyage qui l'améliore car il en élimine l'odeur marine. Dans la Loire, non loin du Puy, capitale du Velay, donc là on est vraiment dans la haute vallée de la Loire, et de l'autel de la célèbre Vierge Mère de Christ, on en fait une grande pêche, même de petits, là aussi où la Loire arrose les territoires du Forez. Un poisson auquel on ne pense pas, mais qui est classé donc à l'époque parmi des poissons migrants, migrateurs, c'est la plie, qui semble un poisson classique de mer, et pourtant il arrive qu'elle remonte les rivières. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas dans la Loire, c'est peut-être une question à poser, parce qu'au XVIe siècle, c'est vraiment très important. Voilà ce que nous dit Bruyérin-Champier. Les habitants de la Loire, d'Orléans, de Blois et de Tours font un grand éloge de celles qu'ils pêchent quand la Loire est trouble. C'est un poisson qui aime bien les zones un peu marécageuses, pas les eaux claires. Et que le ciel est nuageux, comme nous les avons vus faire souvent. Le brochet, on en a parlé tout à l'heure, on recommande beaucoup les plus gros. De même ceux qui grandissent dans des fleuves rapides, comme le Rhône, toujours, c'est un Lyonnais, et la Loire. La carpe, les Gaulois. Alors quand Bruyérin-Champier dit les Gaulois, c'est les Français. Les Gaulois vantent celle de la Loire et du Rhône, et ensuite de la Charente. Donc là aussi, la Loire a une réputation quant à ses carpes. Le barbeau aussi, un autre poisson d'eau douce. Le barbeau important dans l'approvisionnement en poissons d'eau douce de l'Ancien Régime. Ceux qu'on pêche dans la Somme ont une saveur très inférieurs à ceux de la Loire et du Rhône, car ils ont un fort goût de vase. Donc là encore, les poissons de Loire
les barbeaux de Loire sont situés en haut de l'échelle. Et puis enfin, une dernière catégorie qui mérite qu'on s'y arrête parce que le nom n'est pas évident, c'est le dard. Les riverains de la Loire, surtout les Orléanais et les Blésois, adorent les petits poissons qu'ils nomment darques. Donc le texte latin dit darcus. Ils les recommandent aux malades comme aux bien portants, car ils estiment qu'ils sont très sains, étant donné que populairement, lorsqu'on veut dire que quelqu'un est en bonne santé, on dit qu'il se porte mieux qu'un dard ou un dark. Donc on peut faire le rapprochement ici avec l'expression « frais comme un gardon ». Les Lyonnais l'appellent Chris, il n'atteint guère la taille d'un hareng, ses arêtes sont moins nombreuses et moins importunes que celles de la Loze et de la Brenne. Qu'est-ce que c'est que le dard? Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Il y a eu plusieurs rapprochements, ça peut être le gardon, mais ça peut être aussi la vandoise. La vandoise qui est aussi un poisson à friture, un petit poisson, qui existe sous le terme de vandoise dès effectivement le Moyen-Âge, mais vous voyez, chez Rondelet, le médecin dont je vous ai parlé, le médecin montpelliérain tout à l'heure, on fait l'équivalence, la vandoise, c'est la même chose que le dard. Donc c'est un petit poisson à friture. Si on reporte les indications de Bruyérin-Champier sur une sorte de carte du bassin versant de la Loire, c'est-à-dire la Loire et ses affluents, voilà ce qu'on obtient. C'est un peu approximatif parce que quand il dit simplement c'est la Loire, c'est où sur la Loire? Est-ce que c'est à l'embouchure? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est la Haute-Vallée? On ne sait pas. Alors, moi j'ai regroupé tout dans notre région, comme ça simplifie un peu. La lamproie, la plie, le brochet, le saumon, la carpe, le barbeau, la loze et le dard sont replacés ici, sur tout l'ensemble du bassin versant de la Loire. Et on voit que tout le long de la Loire, vous avez comme ça des spécialités, des produits de la pêche aux poissons d'eau douce qui sont caractérisés, qui sont identifiés. Ça semble être un centre de production très important à l'époque. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi tant de poissons d'eau douce dans la Loire? Il ne faut pas oublier qu'en 1560, quand Bruyérin-Champier fait son livre, à cette époque-là, la cour royale réside en Val-de-Loire. Depuis le milieu du XVe siècle, où la cour de Charles VII s'est installée à Tours, eh bien, cette région est une région de cour, et par conséquent, les besoins de la cour peuvent avoir entraîné effectivement une intensification de la pêche aux poissons d'eau douce. On en a un petit peu une preuve lorsque les ducs de Guise, qui sont de grands seigneurs catholiques, donc ligueurs de cette période, lorsqu'ils séjournent en Val-de-Loire, normalement ils sont dans le nord de la France, lorsqu'ils séjournent en Val-de-Loire, eh bien le saumon frais et la loze s'ajoutent au stock habituel des poissons qu'ils consomment, qui sont plutôt des poissons de mer salés. Si on se reporte au XIIIe siècle, à ce moment-là, on a un texte qui s'appelle le Concile d'Apostole, qui nous donne toute une série de spécialités régionales. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de poissons d'eau douce, mais beaucoup de poissons d'eau douce autour de Paris, dans les rivières qui sont autour de Paris. La vandoise renommée au XIIIe siècle, c'est la vandoise de l'Oise, et pas celle de la Loire. Sur la Loire, on trouve, par exemple, le saumon, particulièrement réputé à Angers, et sur toute la Loire en général, et on retrouve la fameuse lamproie de Nantes. Donc la lamproie est transportée vivante de Nantes jusqu'à Paris dès le XIIIe siècle, c'est-à-dire dès l'époque de Saint-Louis. Question pour terminer, que sont les poissons de Loire devenus? Ils continuent ensuite à ravitailler la capitale, Paris désormais, Paris qui n'est plus évidemment dans le Val-de-Loire. Donc pourquoi continue-t-il à ravitailler Paris? Pourquoi Paris peut-elle prendre le relais par exemple de Tours et des autres lieux de la cour dans le Val-de-Loire? C'est parce qu'il y a eu la construction du canal de Briare. Le canal de Briare, qui a été construit donc au XVIIe siècle, permet de relier le bassin de la Loire et le bassin
de la Seine et achemine donc très facilement les poissons de Loire sur le marché parisien. Des exemples qui montrent que les poissons de Loire sont particulièrement appréciés à Paris au XVIIe, au XVIIIe siècle, d'où qu'ils viennent de Châteaudun, d'Orléans, du Cher, etc., au début du XIXe siècle. Il y a une tradition d'excellence des poissons de Loire à cette époque-là et qui va durer jusqu'au XIXe siècle. Est-ce que les poissons d'eau douce sont les constituants d'une identité gastronomique régionale? Donc ils sont très répandus dans la haute cuisine du Moyen-Âge au XIXe siècle, ces poissons d'eau douce, mais en général ils ont été délaissés par les grands chefs du 1er XXe siècle. Donc c'est un phénomène qui ne touche pas uniquement les poissons de Loire, qui touche tous les poissons d'eau douce. Et du coup ils se transforment en spécialité régionale. On commence à voir apparaître dans les années 30 des guides régionaux qui nous permettent de comprendre ces spécialités régionales. Par exemple, un de ces guides, en 1931, présente la matelote d'anguille comme une spécialité à goûter à Argenton-sur-Creuse, Montbazon et Neuville-le-Roi. Les brochets au beurre blanc doivent se goûter à Amboise, les carpes en gelée ou étuvées dans le Cher, en Eure-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Donc il y a des spécialités régionales, il y a une identification avec la cuisine régionale. Donc une sorte de bible de toutes les spécialités régionales, c'est le trésor gastronomique de la France, de Kurnonski et de Croz en fait, qui intègre les brochets pêchés à Langeais, Main-sur-Loire et Tours, ainsi que les lamproies de Nevers et les tanches du Cher. Donc, il y a une identification de nos régions comme étant des lieux où le poisson d'eau douce devient le constituant d'une identité gastronomique régionale. On peut essayer de chercher les recettes de poissons d'eau douce à la tourangelle, par exemple, telles qu'ils apparaissent dans les livres et revues de cuisine. Exemple, Favre, Dictionnaire universel de cuisine, vers 1890, il nous parle, encore une fois, de la lamproie. À cette époque-là, ça paraît le poisson identitaire, lamproie, mode de Touraine. Vous voyez, ce n'est plus du tout une recette médiévale, il n'y a plus d'épices. On ne cherche pas à entortiller les lamproies autour d'un chapon, c'est beaucoup plus simple. La grande cuisine classique est passée entre les deux. Vous voyez qu'on ajoute des pruneaux de Tours, qui semblent donner effectivement la touche, au fond, tourangelle. Parce que pour le reste, au fond, on peut retrouver cette matelote un peu partout. Sauf que la lamproie, en revanche, on ne la retrouve pas partout. Avec tout de même quelque chose d'assez particulier, c'est le verjus. Ce verjus qui est le jus de raisin vert qu'on trouve dans toutes les gastronomies anciennes et qui peut être là un reliquat, effectivement, de ces anciennes gastronomies. On est tout de même bien loin de la lamproie à la sauce chaude et encore plus, comme je le disais, des chapons pèlerins. En 1937, paraît à Tours un petit ouvrage qui s'appelle La gastronomie tourangelle, recueil des meilleures recettes des grands chefs de cuisine de Touraine. Alors en fait, 19 recettes sur 42, 44% du total si on ne compte pas les desserts. Donc 19 recettes, 44% sont des recettes de poissons. Ils utilisent les poissons de Loire, l'anguille, plusieurs fois, la barbue, le brochet, la lamproie, la carpe, le saumon, la tange dont on a parlé, la truite, le turbot, les écrevisses. Vous voyez qu'il n'y a pas de cendre, on en a parlé tout à l'heure du cendre. Le cendre, c'est un poisson relativement récent dans le paysage gastronomique et culinaire français. On se dit, voilà, la gastronomie tourangelle, en 1937, c'est véritablement une gastronomie à base de poissons d'eau douce. C'est vraiment la marque. En réalité, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Quand on regarde la manière dont ce recueil a été constitué, il a été constitué suite à la foire au vin de Vouvray de 1936. Et en fait, il rassemblait des recettes qui étaient des recettes à base de vin de Vouvray, qui utilisaient le vin de Vouvray. Donc peut-être que ce n'est pas entièrement représentatif, si vous voulez, de l'ensemble de la gastronomie de tourangelle. Néanmoins, ni régionale. Néanmoins, ça reste tout de même une indication intéressante sur l'importance persistante des poissons d'eau douce
dans le patrimoine gastronomique régional. Il faudrait voir, il faudrait prolonger jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mais il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques indications.